À l'aube, alors que le soleil ne s'était pas encore levé sur les collines poussiéreuses des Pouilles, l'air était imprégné d'une odeur de sang et de fer. 50 000 hommes gisaient immobiles, et aucun d'eux ne savait qu'ils deviendraient le symbole d'une catastrophe pour toute une époque. Comment une armée, construite avec une précision mathématique, pouvait-elle être écrasée par des montagnes de chair vivante? Pourquoi la Rome antique, une machine de discipline, a-t-elle tremblé pour la première fois face à l'horreur incarnée? Et qu'est-il advenu de ceux qui ont survécu sous les pieds de monstres que le monde n'avait pas encore connus? Selon Polybe, la bataille d'Osculum en 279 avant notre ère marqua un tournant dans la guerre qui prendrait plus tard le nom de guerre de Pyrrhus. Pyrrhus, roi d'Épire et parent d'Alexandre le Grand, avait amené sur le sol italien une armée que les Romains n'avaient jamais vue. Parmi les phalanges habituelles se tenaient d'énormes bêtes avec des tours sur le dos, des éléphants de guerre, capables de renverser le cours d'une bataille en une seule charge. Pour les Romains, ces monstres devinrent l'incarnation de la peur. Leur rugissement s'entendait à plusieurs kilomètres, comme l'approche d'une tempête d'os et de peau. Quand de telles bêtes entraient au combat, la terre tremblait, et les casques de fer se mettaient à tinter comme par le tonnerre. Ces géants étaient appelés éléphants, et chacun d'eux pouvait peser jusqu'à 5 tonnes, plus de 20 légionnaires armés réunis. Les Romains appelaient leur formation des manipules, des unités de combat flexibles de 120 hommes. La manipule leur permettait de se déplacer indépendamment, de se réorganiser et d'attaquer de différentes directions. Mais contre les éléphants, la manipule était inutile, comme de l'eau devant une digue. Lorsque les éléphants se sont élancés, les rangs se brisaient, et l'ordre, qui avait créé la puissance romaine pendant des siècles, se transformait en chaos. Polybe écrivit que ce jour-là, le soleil se leva sur la fumée qui s'étendait sur le champ. Les hommes n'entendaient pas les ordres, seulement le piétinement et les râles. Les chevaux devenaient fous, les lances se brisaient, et personne ne comprenait où étaient les leurs, où étaient les ennemis. Même les vétérans des guerres samnites, habitués à n'importe quel carnage, ressentirent pour la première fois une horreur qui ne se soumet pas à la raison. Les archéologues ont trouvé des pointes de lance et des boucles métalliques sur le site du champ de bataille présumé, là où la terre est encore noircie par les cendres. Des fragments de cuirasses romaines ont été découverts dans les couches du sol, ce qui confirme les dires des anciens chroniqueurs. Des guerriers expérimentés et non des recrues ont participé à la bataille. Et pourtant, même une armée aguerrie n'a pas résisté à la pression de bêtes que personne ne savait comment arrêter. L'une de ces bêtes était dirigée par un cornac, un homme assis directement sur le cou de l'éléphant. Il le contrôlait avec un crochet de fer, sachant que si la bête entrait en rage, il serait le premier à périr. Ce mot, Maout, venait d'Inde, et c'est là que Pyrrhus emprunta l'idée d'utiliser ces créatures au combat. Il les voyait comme des béliers vivants contre l'orgueil romain. Mais même Pyrrhus lui-même comprenait. Une victoire acquise à un tel prix ne pouvait être réelle. Quand on lui annonça le nombre d'hommes qu'il avait perdus, il prononça, selon Plutarque, ces mots amers. « Encore une victoire comme celle-ci, et je suis perdu. » C'est ainsi qu'apparut l'expression « victoire à la Pyrrhus », un triomphe qui anéantit le vainqueur. Cependant, à ce moment-là, Rome ignorait que ce n'était qu'un début. Qu'une autre rencontre avec les éléphants, bien plus terrible et sanglante, était à venir. Et c'est là que serait décidé si l'homme était capable de vaincre la peur face à une créature qui ne connaît ni la peur ni la pitié. Après Osculum, les Romains furent confrontés pour la première fois à ce que leur discipline ne pouvait prévoir, une arme vivante qu'on ne pouvait briser par l'ordre d'un centurion. La défaite ébranla le Sénat. Les chroniques rapportent qu'à Rome, les cloches funéraires sonnaient, bien qu'il fût officiellement interdit de déclarer le deuil. Polybe écrivit « Les gens parlaient à voix basse », comme si la défaite les écoutait encore. Mais au lieu de la peur, Rome choisit la persévérance, cette même détermination froide qui allait plus tard créer l'Empire. Pendant que l'on célébrait en Épire, les légions romaines rassemblaient une nouvelle armée. Non pas une élite, non pas entraînée pendant des années, mais de simples agriculteurs, artisans, bergers. C'est en cela que résidait le secret de Rome. Sa force n'était pas dans les génies, mais dans une source inépuisable d'hommes prêts à mourir pour la cité. Chaque combattant recevait une cuirasse, un casque, un pilum, une lourde lance pesant environ 2 kg, et un glaive, une épée courte utilisée au corps à corps. L'équipement et l'armure d'un légionnaire pesaient au total 25 kg. Mais la principale arme de ces hommes n'était pas l'acier, mais l'entraînement, affûté en formation jusqu'à l'automatisme. Les guerriers s'entraînaient en formation au son des trompettes, des carnix, comme on les appelait.
Ces trompettes donnaient les signaux de réorganisation, et même dans le fracas de la bataille, le son du carnix était la voix de l'ordre au milieu du chaos. Dans le camp romain, la journée commençait par l'ordre signa ferte, porter les étendards. À partir de ce moment, personne n'appartenait plus à soi-même, seulement à la formation, à la ligne, à la discipline. Pendant ce temps, Pyrrhus, selon Plutarque, comprenait. Il avait gagné la bataille, mais pas la guerre. Ses troupes étaient épuisées, ses alliés inconstants. Les éléphants exigeaient une énorme quantité de nourriture, des dizaines de kilogrammes de fourrage par jour, et les champs locaux ne pouvaient les nourrir longtemps. Ce fut une catastrophe logistique. Pyrrhus avançait lentement, comme sous le poids de ses propres victoires. Pendant ce temps, Rome avait appris la leçon. Dans les nouvelles légions apparut une unité spéciale, les Vélites. C'étaient des fantassins légers, armés de javelots. Leur tâche était d'attaquer de loin, de briser la formation ennemie avant qu'elle n'atteigne la ligne principale. Contrairement aux lourds Astati, les Vélites ne portaient pas d'armure, seulement un petit bouclier et quelques lances légères. Ils devaient courir plus vite que la peur. Et quand les éclaireurs rapportèrent que Pyrrhus menait de nouveau ses éléphants au combat, les Romains savaient déjà qui opposait au monstre. Les découvertes archéologiques en Apulie montrent que les Romains avaient renforcé leur camp. Murs de terre et de bois, fossés, pieux, et même des fosses avec des pieux aiguisés, des pièges, qui deviendraient plus tard un classique de la fortification antique. Les historiens estiment que ces fortifications n'étaient pas seulement une protection, mais aussi un entraînement psychologique, un moyen d'habituer les soldats à l'idée que l'éléphant n'était pas un dieu, mais un ennemi que l'on pouvait tromper. Pyrrhus se dirigea de nouveau vers le nord. Son armée comptait environ 40 000 hommes, dont 20 éléphants. Les Romains alignèrent un nombre presque égal, mais leur force principale n'était plus dans la quantité, mais dans la manière dont ils avaient appris à penser. La tactique avait changé. Les manipules cessèrent de former un mur continu et créaient désormais des ouvertures, des couloirs où les éléphants pouvaient s'engouffrer. Ces passages n'étaient pas le fruit du hasard. Les Romains avaient calculé que lorsqu'une bête perd son orientation, elle devient une menace avant tout pour les siens. Et quand les troupes se rencontrèrent près de la ville de Bénévent, tout se répéta. Mais cette fois, les Romains ne fléchirent pas. Les Vélites s'élancèrent en avant, criblèrent les monstres de lance, frappèrent leurs yeux, leurs pattes, leurs trompes. Une source antique écrivait que les combattants utilisaient même le feu, des torches attachées à des javelots. Le rugissement des éléphants se transforma en hurlements. Ils se déchaînaient, piétinant les leurs. Le champ de bataille se transforma en un enfer bouillonnant. Ainsi naquit une nouvelle manière de faire la guerre, non par la force, mais par la compréhension de la peur de l'ennemi. Pyrrhus, voyant la mort de ses bêtes, donna l'ordre de battre en retraite. Et à cet instant, pour la première fois de toute la campagne, les Romains ne se contentèrent pas de survivre. Ils vainquirent. Ils vainquirent ce qu'on appelait encore invincible le matin même. Dès lors, l'armée romaine commença à étudier l'ennemi non plus avec les yeux de la peur, mais avec un calcul froid. Ils apprirent que même un monstre couvert d'armure obéissait à la douleur, que le son d'une trompette pouvait être plus fort que le rugissement d'une bête, et que la discipline n'était pas seulement de l'ordre, mais ce qui distinguait l'homme de l'animal. Mais dans cette victoire, comme dans la défaite d'Osculum, se cachait une question à laquelle personne n'avait répondu entièrement. Pourquoi les hommes vont-ils encore et toujours sous les pieds des monstres, sachant qu'ils seront écrasés? Après Bénévent, le mot « peur » cessa d'être l'arme de Pyrrhus. Ses troupes se retirèrent vers le sud, et pour la première fois, Rome sentit que le géant venu d'outre-mer pouvait être mortel. Mais avec le soulagement vint la prise de conscience. De nouveaux monstres attendaient à l'avenir, d'autres rois, d'autres bêtes, d'autres guerres. Pyrrhus quitta l'Italie, mais l'image de l'éléphant de guerre demeura dans la mémoire romaine, comme un cauchemar devenu réalité. Selon Tite-Live, Pyrrhus laissa derrière lui non seulement des champs calcinés, mais aussi une leçon. Le monstre que l'on craint devient plus fort à chaque battement de cœur. Dès lors, les guerriers apprirent non seulement à manier les armes, mais aussi à maîtriser la peur. Dans les camps apparut un nouvel exercice. Les soldats se formaient en rang serré, et les centurions roulaient sur eux des chariots chargés de pierres. Le but était simple, ne pas reculer. Ainsi, les Romains apprenaient à regarder en face le poids, le bruit et la mort. Le centurion, ce n'était pas seulement un commandant de 100 hommes. C'était un homme responsable de l'honneur de la formation. Sa vigne, un bâton de vigne, s'appelait le vindex, symbole du droit de frapper un subordonné s'il fléchissait. Ce bâton était plus lourd qu'il n'y paraissait. Chaque coup rappelait que la peur était un crime. Et lorsque, quelques décennies plus tard,
Les éléphants de guerre apparurent de nouveau à l'horizon, non plus d'Épire mais de Carthage, les centurions romains étaient prêts. La deuxième guerre punique commença en 218 avant notre ère. Cette fois, l'ennemi était Hannibal, un stratège que même ses ennemis appelaient un génie. Son passage des Alpes devint une légende. Polybe écrivit que des 37 éléphants qu'il avait menés d'Espagne, seuls quelques-uns survécurent, mais même un seul suffisait à semer la terreur. Ces animaux marchaient sur des sentiers glacés, glissaient, tombaient dans des précipices, mais continuaient leur chemin, comme si la nature elle-même ne pouvait les arrêter. Les archéologues ont trouvé des traces de camps sur les cols alpins, des os calcinés, des restes d'avoine, des pointes de lance en bronze. Tout cela prouve que la traversée n'était pas une légende, mais une réalité. Les chroniqueurs romains décrivaient que même après une telle expédition, Hannibal parvint à descendre en Italie avec une armée prête au combat. Et de nouveau, du côté des Carthaginois se tenaient des éléphants, cette fois nord-africains, plus petits que les Indiens, mais plus rapides et plus féroces. Les Romains les affrontèrent lors de la bataille de la Trébia. C'était en hiver. La terre était couverte de neige, la rivière était froide comme la mort. Les légions romaines, sous le commandement de Tiberius Sempronius Longus, traversèrent la rivière, ne se doutant pas qu'Hannibal avait déjà tendu une embuscade. Quand les Romains furent fatigués, trempés et tremblaient de froid, Hannibal lança sa cavalerie et ses éléphants en avant. Ils avançaient à travers la vapeur et les cris, comme des ombres vivantes sorties d'un rêve. Les éléphants frappaient de leurs trompes, brisaient les lances, soulevaient les hommes dans les airs. Mais maintenant, les Romains savaient quoi faire. Les Vélites se retrouvèrent de nouveau en première ligne. Ils frappaient de loin, lançaient des javelots sous le ventre des bêtes. Certains légionnaires jetaient des torches, d'autres frappaient les yeux avec leurs pilas. Tite-Live écrivit que lorsque les premières bêtes tombèrent, les légionnaires poussèrent un cri de guerre, et la peur se transforma en fureur. Cependant, la tactique d'Hannibal était plus astucieuse. Les éléphants n'étaient qu'un prélude, avant que les cavaliers carthaginois ne surgissent des embuscades. Rome perdit la Trébia, mais pas son esprit. La défaite devint une leçon supplémentaire. Comme le dira plus tard un historien, Rome ne savait pas abandonner. Chaque défaite se transformait en manuel pour une future victoire. La peur céda la place à une froide analyse. Dans les états-majors des légats, chaque bataille était disséquée, comme des chirurgiens procèdent à l'autopsie d'une défaite. À cette époque apparut un nouveau terme, la tourma. C'était une unité de cavalerie romaine de 30 hommes, agissant rapidement pour distraire les éléphants et les attirer sur les flancs. La tourma se déplaçait au signal de la trompette. Et tout dans ses actions était calculé à l'instant près. Où tourner, quand reculer, où laisser la bête sans appui. Progressivement, Rome cessa d'être simplement une armée. Elle devint un organisme où chaque cellule connaissait sa fonction. Et lorsque, quelques années plus tard, Hannibal mena ses hommes à Cannes, les Romains n'étaient plus ceux que l'on pouvait effrayer par un rugissement. Ils allaient au combat non pour la gloire, mais pour la mémoire de ceux tombés à Osculum, à Bénévent, à la Trébia. Mais c'est à Cannes que les Romains allaient apprendre que même la formation la plus parfaite pouvait être détruite si l'on faisait face à un esprit capable de penser comme soi et d'agir plus vite. Et bien que ce jour-là la terre tremble à nouveau sous le piétinement des éléphants, la véritable tempête ne se déchaînera pas dans la poussière, mais dans l'esprit de ceux qui verront la grandeur de Rome périr. La chaleur estivale de Cannes brûlait la terre comme du métal incandescent. La poussière formait un mur. Le soleil aveuglait les yeux, et l'odeur de la sueur et du fer se mêlait à l'arôme du sang. Pas encore versé, mais déjà perçu par tous. C'était l'an 216 avant notre ère, le jour qui devint le symbole de la catastrophe absolue de Rome. Dans la plaine près du fleuve Ophide se rencontrèrent deux armées, 80 000 Romains et environ 50 000 guerriers d'Hannibal. Aucun des présents ne savait que ce jour-là, une vie sur deux périrait sous l'aigle des légions. Polybe écrivit que les Romains s'étaient rangés en une formation dense, presque monolithique. Leur disposition de combat ressemblait à un mur de corps humains, comme si les dieux eux-mêmes voulaient arrêter le destin par la masse des corps et de l'acier. Hannibal, quant à lui, avait disposé son armée différemment, plus faible au centre, plus forte sur les flancs. Son plan était simple, permettre aux Romains de s'enfoncer au centre, puis refermer le cercle. C'était un piège, conçu avec calcul et une froide assurance. Avant le début de la bataille, alors que le vent poussait la poussière de l'Est, Hannibal fit avancer ses éléphants de guerre. Ils étaient peu nombreux, environ 40. Mais chacun d'eux semblait être une tour vivante. Sur leur dos, des tours avec des lanciers, dans leurs trompes, la mort.
enveloppés de peau. Les Romains voyaient leur silhouette se découper sur le soleil. Et même les vétérans les plus courageux comprenaient que ce n'étaient pas seulement des armées qui allaient s'affronter, mais des époques, l'homme et le monstre, la discipline et le chaos. Le consul romain Lucius Aemilius Paulus savait qu'il était impossible de faire face à ces bêtes de front. Il ordonna aux Vélites d'attaquer les premiers. Des dizaines de javelots volèrent dans les airs, sifflant comme un essaim d'insectes. Les éléphants rugissaient, secouaient la tête, brisaient leur propre formation. Mais Hannibal était prêt. Il les utilisa non pas pour une percée, mais comme un choc sonore, pour aveugler, assourdir et priver les Romains de leur rythme. Quand les bêtes se retirèrent, les hommes entrèrent dans la mêlée. Le centre carthaginois reculait lentement, et les Romains, confiants dans la victoire, s'enfonçaient de plus en plus profondément. C'est précisément ce qu'Hannibal attendait. Ses flancs se refermèrent comme les mâchoires d'une bête. En un instant, l'énorme masse de légionnaires se retrouva piégée. Dans la promiscuité, les épées ne pouvaient se lever. Les boucliers empêchaient de respirer. Les hommes ne mouraient pas seulement des coups, ils mouraient debout, écrasés par leurs propres camarades. Tite-Live décrivit cela comme un combat où la mort ne pouvait suivre le nombre de corps. La poussière absorbait le sang, se transformant en une boue visqueuse dans laquelle les sandales glissaient. Les cris se mêlaient au rugissement des animaux qui, devenus fous, piétinaient tout sur leur passage. Les historiens ont calculé. En un seul jour, Rome perdit environ 50 000 hommes. Ni avant, ni après, l'armée de la République n'avait connu une telle horreur. Ceux qui survécurent racontèrent qu'après la bataille, le vent charriait une fumée grise au-dessus de la plaine. Non pas des feux, mais des émanations de milliers de corps. Les oiseaux ne se posèrent pas sur le champ pendant plusieurs jours. Et pourtant, malgré cette défaite, Hannibal ne marcha pas sur Rome elle-même. Il se tenait au-dessus d'une mer de mort, mais comprenait, il n'avait pas d'échelle pour prendre la ville éternelle. Pas de machine de siège, pas de réserve d'hommes. Il avait gagné mais n'avait pas vaincu. Et une fois de plus, l'histoire répéta la leçon de Pyrrhus. Une victoire qui coûte trop cher se transforme en défaite. Hannibal lui-même, selon Polybe, déclara « Les Romains ne comprennent pas ce qu'est la défaite. On peut les briser, mais on ne peut les anéantir. » Rome survécut à Cannes, car il resta dans ses cœurs ce que ni Pyrrhus ni Hannibal n'avaient pu prévoir, l'habitude de revenir. Quand le Sénat apprit la catastrophe, il ne déclara pas de deuil, ne quitta pas la ville. Selon des témoignages, les consuls ordonnèrent à tous les citoyens de prêter serment de ne pas déposer les armes tant que l'ennemi serait sur le sol italien. Ce fut un acte non de désespoir, mais de foi, non pas en les dieux, mais en eux-mêmes. Après Cannes, une nouvelle structure apparut dans l'armée, la cohorte. C'était une formation de 6 manipules, plus flexible et plus stable. La cohorte pouvait agir de manière autonome, et son commandant, le préfet, avait une plus grande liberté de décision. Désormais, chaque officier pensait non plus comme un soldat, mais comme un stratège. Rome apprenait de ceux qui la vainquaient. C'est de cette expérience que naîtra une nouvelle génération de chefs militaires. Fabius Cunctator, Marcellus, et plus tard, Scipion l'Africain. Ces hommes comprendront que l'éléphant n'est qu'un instrument, et que la victoire naît de l'intelligence. Ils prendront tout ce que Pyrrhus et Hannibal leur ont appris, et le retourneront contre ceux qui ont amené les bêtes sur le champ de bataille. Mais avant que Rome ne relève la tête, elle devra encore traverser des années de défaite, de famine et de peur. Et chaque légionnaire, entrant au combat après Cannes, se souviendra du son. Non pas le rugissement des bêtes, ni le cri de l'ennemi, mais le craquement sec des boucliers brisés. Le son de l'ordre du monde qui s'effondre, pour qu'un nouveau naisse à sa place. Après Cannes, Rome fut différente. La ville, habituée aux victoires, apprit pour la première fois à supporter les défaites. Elle ne se précipitait plus au combat. Elle attendait, rassemblait ses forces, observait. C'est ainsi que commença la stratégie qui serait plus tard appelée Fabienne. Son auteur, Quintus Fabius Maximus, reçut le surnom de Cunctator, le temporisateur. Il ne cherchait pas la gloire, ne se jetait pas sur l'ennemi, mais l'épuisait pas à pas. Fabius comprenait. Rome devait cesser de combattre des monstres et commencer à combattre l'homme qui les commandait. Fabius évitait les batailles rangées. Il détruisait les ponts, brûlait les champs, privait Hannibal de fourrage. Ses légions se déplaçaient comme une ombre, apparaissaient soudainement, attaquaient les convois, se retiraient dans les montagnes. C'était une nouvelle forme de guerre, froide, rationnelle, basée sur l'épuisement. Rome se transforma en un adversaire qui ne meurt pas, mais apprend. Mais dans chaque camp, sous chaque étendard, le souvenir des éléphants vivait, comme une peur silencieuse.
Le rugissement semblait la voix d'une nature étrangère, quelque chose qu'on ne pouvait vaincre par la force. Une seule arme pouvait y faire face, la connaissance. Quand Scipion l'Ancien, le futur Africain, commença sa campagne en Espagne, il emmena avec lui non seulement des légions, mais aussi des ingénieurs. Ils étudiaient comment la bête se déplaçait, où se trouvait son point faible. Pendant ces expéditions apparut un nouveau terme, la baliste. C'était une machine de siège, lançant de lourdes pierres ou des flèches incendiaires. Son idée naquit précisément après les affrontements avec les éléphants. La baliste permettait de frapper l'ennemi à distance, sans le laisser s'approcher de la formation. Cette invention, née de la peur, devint un symbole de contrôle sur la peur. Les années passèrent. Hannibal restait sur le sol italien, mais ses troupes fondaient, les alliés se détournaient, les provisions s'épuisaient. Les guerriers, qui l'avaient autrefois suivi à travers les Alpes, mouraient maintenant de faim et de fatigue. Scipion comprit qu'on ne pouvait tuer une ombre qu'en la coupant de sa source de lumière. C'est pourquoi il proposa un plan audacieux. Ne pas attendre Hannibal, mais frapper Carthage elle-même. Le Sénat hésita, mais Scipion insista. Il obtint l'autorisation d'envahir l'Afrique. En 203 avant notre ère, ces légions débarquèrent sur les côtes de Carthage. Pour la première fois de toute la guerre, Rome elle-même conduisit l'ennemi à la peur. Et c'est là, sur le sol africain, dans la plaine de Zama, que tout revint à la case départ. Encore la poussière, encore le soleil, encore le rugissement des éléphants. Hannibal, vieillissant mais toujours génial, aligna sur le champ 80 bêtes de guerre, les derniers géants restants. Polybe écrivit qu'elles étaient ornées de plaques de bronze et que des archers se tenaient sur leur dos. C'était le dernier geste d'orgueil d'une ville mourante. Scipion s'était préparé. Il disposa les légions en échiquier, laissant de larges passages entre les cohortes. Quand les éléphants s'élancèrent, les Romains ne resserrèrent pas leur formation. Au contraire, ils s'écartèrent. Les guerriers frappèrent les trompettes, levèrent les torches, produisant un bruit sauvage. Les capes glissèrent sur le sol, les chevaux hennirent, et les bêtes s'arrêtèrent. Le fracas des signaux assourdissants, les cris et l'odeur de la fumée brisèrent leur volonté. Elles se déchaînèrent, firent demi-tour, piétinant les leurs. Alors, l'ordre fut donné aux cohortes d'attaquer. Hannibal n'eut pas le temps de réorganiser ses rangs. Son centre fléchit, ses flancs s'effondrèrent. Et pour la première fois en 20 ans de guerre, Carthage tomba. Les Romains ne se contentèrent pas de vaincre. Ils détruisirent l'idée même de la peur sur laquelle reposait la force de l'ennemi. Scipion ordonna d'enterrer les morts des deux camps. Et selon les témoignages, il resta plus longtemps que quiconque devant les corps des éléphants. Peut-être comprenait-il qu'il avait vaincu non seulement l'ennemi, mais aussi l'homme en lui-même, qui avait jadis tremblé à leur rugissement. Les fouilles archéologiques à Zama confirment de nombreuses pointes de lance, des restes d'armure, des fragments d'os de grands animaux ont été trouvés. Tout indique que le combat fut effectivement acharné et bref, décisif. Après cela, Carthage reconnut sa défaite, paya une contribution et détruisit sa flotte. Ainsi s'acheva l'ère des éléphants. Mais leur mémoire resta gravée dans la pierre, sur les bas-reliefs, sur les monnaies, sur les boucliers. Leurs images devinrent un rappel que l'homme est capable de vaincre même ce qu'il considérait autrefois comme surnaturel. Et pourtant, derrière cette victoire se posait une question qui ne disparaissait pas. Si l'homme avait pu vaincre la bête, pourrait-il se vaincre lui-même lorsqu'il se transformerait en un monstre qui n'aurait plus peur de rien? Après Zama, Rome devint un empire avant même de s'être déclarée telle. La victoire sur Hannibal ne lui donna pas seulement le pouvoir, elle lui conféra la conviction qu'il n'y avait pas de force qui ne puisse être brisée par la discipline et la volonté. Mais dans cette confiance se cachait déjà le poison. Car lorsque la peur disparaît, l'orgueil prend sa place. Scipion revint à Rome en héros. On l'appelait l'Africain, en l'honneur de la terre où était tombé le plus grand ennemi. Le peuple l'accueillait en le couvrant de pétales. Mais lui, dit-on, ne souriait pas. Plus tard que rapporte qu'une nuit, il dit à son secrétaire « Nous n'avons pas vaincu Hannibal, mais le temps. Maintenant, il servira Rome, jusqu'à ce que nous commencions à le servir. » Peut-être comprenait-il déjà que chaque grande victoire porte en elle la graine de la défaite. Carthage fut épargnée, mais humiliée. Sa flotte fut brûlée, ses armées dissoutes. La ville vivait, mais sans force, sans voix. Cependant, Rome n'oublia pas et ne pardonna pas. 50 ans passèrent, et la peur du fantôme d'Hannibal se réveilla. Le sénateur Caton l'Ancien terminait chacun de ses discours par la phrase « Carthago delenda est », « Carthage doit être détruite ». Et ces paroles se transformèrent en prophéties. La troisième guerre punique ne dura que 3 ans.
Quand, en 146 avant Jésus-Christ, les légions de Scipion Émilien entrèrent dans la ville, ce ne fut pas un assaut, ce fut une destruction rituelle. Les historiens écrivirent que Carthage brûla 6 jours et 6 nuits. Les éléphants, dernier symbole vivant de la puissance passée, rugissaient dans les flammes, enchaînés. Leur mort devint le signe de la fin du monde antique. Polybe, témoin de ces événements, laissa une description terrifiante. Le soleil se cachait dans la fumée, et la mer semblait sanglante. Après la chute de la ville, ses terres furent salées, afin que plus rien n'y pousse. Ainsi, Rome ne se contenta pas de vaincre l'ennemi, elle l'effaça de la mémoire de la terre. Mais dans ce même feu brûla aussi l'idée même de la peur sacrée, avec laquelle l'histoire avait commencé. L'homme, ayant détruit la bête, cessa de croire au monstre. Maintenant, le monstre vivait en lui, dans ses armées, ses marches, ses lois. Et pourtant, quelque part profondément, chez ceux qui se tenaient près des ruines de Carthage, subsistait l'ombre du souvenir. Quand Scipion Émilien regardait les cendres, il, comme le rapporte Polybe, murmura « Un jour viendra où Rome tombera de la même manière ». Ce n'était pas de la pitié, c'était la connaissance que rien n'est éternel, pas même ceux qui ont vaincu la mort. À partir de ce moment, l'histoire cessa d'être une lutte entre l'homme et la bête. Elle devint une lutte de l'homme contre lui-même, avec sa foi, son orgueil, sa mémoire du rugissement qui faisait autrefois trembler même les dieux.